Non, les chemtrails sont une vue de l'esprit. Les chemtrails n'existent pas. 10 ans en arrière ou 15 ans, quand j'ai commencé, moi, j'y croyais pas du tout, en fait, aux chemtrails. J'y croyais vraiment pas. Et en fait, c'est l'expérience qui m'a fait ouvrir les yeux. Je m'appelle Stéphane. Je suis pilote de ligne depuis 15 ans. J'ai travaillé pour plusieurs compagnies, principalement en Europe. Je suis également pilote de vol à voile. Mais dans mon aspect professionnel, j'ai clairement vu qu'il y avait du sprayage fait par des avions dédiés. Je suis devenu pilote de ligne au tournant des années 2000. J'ai été pilote de ligne et commandant de bord pendant une quinzaine, 16 ans. 16 ans exactement, voilà. J'ai à peu près 15 000 heures de vol. J'ai volé 26 types de machines différentes. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui continuent de dire ou de penser que ces histoires de chemtrails, c'est des histoires de complotistes? Pour moi, c'est un secret de Polichinelle. C'est même plus un secret de Polichinelle, les chemtrails, puisqu'il y a à peu près une vidéo, je crois, qui dure 5 heures, où tous les spécialistes du secteur se sont succédés pour témoigner devant juge des côtés techniques des épandages chimiques. Quand des gens disent non, mais c'est pas possible qu'il y ait du sprayage, je dirais soit ils sont payés pour dire le contraire, soit ils n'ont pas envie de voir la vérité. Mais moi je dis, au final, on a une responsabilité. Moi je ne peux pas comprendre des parents ou des gens de ce type-là qui ont des enfants et qui ne font rien pour changer les choses. Parce que les prochains qui trinqueront, déjà nous on trinque, mais les prochains qui trinqueront, ce sera nos enfants. Tennessee lawmakers passed SB 2691 earlier this week. If passed, the legislation would ban chemtrails. If Tennessee's governor signs the bill, it would go into effect July 1st. Alors, détail extrêmement intéressant. On voit un énorme chemtrail avec un avion. C'est juste hallucinant. En fait, quand on regarde l'histoire de ce chemtrail, si on regarde sur Flight Radar 24, on voit que c'est juste un Antonov, qu'il n'a pas de départ, qu'il n'a pas de destination. On est 8h25, on est au nord de Berne, on est le 12 avril 2024. Pourtant là, vous ne pouvez pas en parler quand même, encore aujourd'hui, à visage découvert. C'est-à-dire qu'on peut considérer de manière évidente que les personnes impliquées dans ces épandages ne sont pas bienveillantes. Donc à partir du moment où elles ne sont pas bienveillantes, je suis méfiant. Donc il faut qu'on soit clair, ce n'est pas des avions de ligne qui sprayent des particules, les avions de ligne travaillent normalement, font des traînées de condensation. Mais les traînées de condensation, ce qui est très important de savoir, c'est qu'en principe, elles se dissipent. Et si elles restent, c'est qu'au bout d'un moment, elles restent en forme de tube, mais ça va quand même se dissiper. Et les traînées qui restent très longtemps et qui s'étalent, ça s'appelle vraiment du sprayage. Ça veut dire qu'il y a des particules à l'intérieur ça peut être différents types de particules, ça dépend de ce que les gens qui font ça veulent atteindre. Les traînées de condensation se produisent à haute altitude, où l'air est très froid, relativement sec, mais contient encore de la vapeur d'eau. Et cette vapeur d'eau ne trouve pas, l'air étant tellement pur, de noyaux de condensation pour condenser, pour se cristalliser. À partir du moment où un avion passe, il rejette des impuretés par la combustion du kérosène par ses moteurs. Ces impuretés sont des noyaux de cristallisation et donc l'eau, le peu d'eau qui est contenu dans l'air, vient se cristalliser sur ces noyaux. Donc ça forme des cristaux de glace, simplement. Et ces cristaux de glace, vu que l'air environnant reste toujours sec et froid, se subliment, c'est-à-dire qu'ils passent de l'état solide à l'état gazeux directement, quelques minutes après le passage de l'avion. Donc cette sublimation, elle peut avoir lieu 2 minutes, 3 minutes, mais parfois un peu plus, en fonction de l'humidité de la masse d'air. Ça, c'est une chose. Donc on aura une traînée de condensation qui va disparaître relativement rapidement.
Ça peut durer un peu plus longtemps, comme je viens de le dire, en fonction de l'humidité. Par contre, ce qu'on n'aura jamais, c'est un étalement de cette traînée. Bien évidemment, à partir du moment où j'explique ce que je suis en train d'expliquer, les cristaux vont se former là où les impuretés issues du moteur se trouvent. Mais en aucun cas, la traînée de condensation ne va s'étaler. Donc ces traînées qui s'étalent un petit peu, ça qui s'étalent latéralement. Latéralement, ça c'est pas un Latéralement, phénomène naturel. C'est pas un phénomène de condensation. De condensation. Voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les traînées de condensation se produisent en général plutôt dans l'espace moyen supérieur et l'étage supérieur. Quand vous commencez à voir, et on l'a vu, et moi j'ai des photos de ce genre de traînée se trouve en étage moyen, inférieur même, on n'est plus sur de la condensation. Donc voilà, il y a tous ces phénomènes-là, mais ce sont parfois des phénomènes complexes. Si vous observez des traînées de condensation sous le vent d'une montagne avec des phénomènes orographiques ou d'ondes, ça va être un peu différent. Et à mon avis, il joue là-dessus. C'est-à-dire que l'analyse n'est pas donnée à tout le monde. Racontez-nous, est-ce qu'il y a un moment précis, en tant que pilote, où vous avez eu la preuve sous les yeux? Un jour, après le lockdown du Covid, en 2020, on a très peu volé. Et je me souviens, on était en route entre la Suisse et l'Autriche. On était à un niveau de vol environ au niveau de vol 330. Donc 33 000 pieds, ça veut dire environ 9 900 mètres, proche de 10 000 mètres. Et en dessus de nous, on était vraiment en direction de l'Est, donc en direction de l'Autriche. Et en dessus de nous, j'ai vu un 747 qui venait depuis le nord et qui allait croiser notre route. Et il a vraiment croisé notre route de cette façon-là. Donc on l'a vraiment vu passer très près de nous. Et en principe, nous, dans les avions, on a un système anti-collision qui détecte tous les autres appareils qui sont en vol. Et ce système anti-collision s'appelle TICAS. Et nous, on a un display qui permet de voir, OK, l'avion qu'on va croiser, il a telle et telle altitude. Et moi, je regarde sur mon display, je ne vois pas cet avion. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai quand même pratiquement 10 000 heures de vol, voire plus. J'arrive à juger à vue d'œil, OK, à quelle altitude en dessus de nous il était. Donc je dirais que maximum, il était, avec mes connaissances, 1000 mètres en dessus de nous. Donc en gros, c'est 3000 pieds, 3 000 à 4 000 pieds. Il ne devait pas être beaucoup plus haut que ça. Et puis, je règle encore le display pour pouvoir voir, parce qu'on a une possibilité de voir jusqu'à 7000 pieds, donc jusqu'à 2100 mètres en dessus. Et je ne vois toujours pas cet avion sur mon radar, mais il est bien là. En réalité, il est là et je ne le vois pas. Donc déjà, premier grand problème, pourquoi cet appareil, alors qu'il devrait avoir un transpondeur, ne l'a pas? La réponse, soit il a un transpondeur militaire, ou il fonctionne en mode militaire, et que ça veut dire que les avions civils ne peuvent pas le voir. Mais eux, ils peuvent voir les avions civils et les contrôleurs aériens pourraient le voir également. C'était clairement pas un avion de gouvernement, mais c'était un avion que moi, j'ai jamais vu les couleurs. Ça avait l'air d'être une société privée qui était probablement peut-être sous les couleurs de gouvernement, mais on n'a pas pu voir ni l'immatriculation, ni le drapeau, mais c'était des couleurs, comme l'avion était peint, pas connues du tout. Donc moi, ça me fait penser que c'était un avion pour une entreprise privée. Et c'était quoi comme couleur l'avion? Alors c'était une couleur comme ça, blanche et verte. Alors il y a des possibilités qui pourraient dire que Evergreen ou ce genre de choses-là. Simplement, moi, j'ai pas les preuves, j'ai pas pu voir. Par contre, ce qui était très clair, c'est que cet avion-là, c'était bien 747. Il était bien dans le rayon d'action du transpondeur que j'aurais dû voir, mais on ne l'a pas vu. Donc la réponse, c'est que probablement il utilisait un autre système de transpondeur que les civils ne peuvent pas voir. Et surtout, il avait 4 traînées blanches qui ne sortaient non pas des moteurs, mais qui étaient vraiment légèrement désaxées par rapport au réacteur. Et on voyait vraiment 4 traînées qui sortaient, et c'était énorme, quoi. Et ce qui est intéressant, moi j'ai encore regardé les autres avions autour de nous, parce que forcément, à ces altitudes-là, dans cet espace aérien-là, on n'est pas tout seul à ces heures-là. Il y a beaucoup d'autres avions. Et les autres avions n'avaient absolument aucune traînée, quoi, aux mêmes altitudes. Et depuis ce jour-là, pour moi, c'était la preuve
qu'on ne peut pas remettre en question le sprayage. Certaines méthodes de géo-ingénierie proposent d'injecter des aérosols, donc des particules, dans la très haute atmosphère, dans la stratosphère, au-delà de 15-20 km. Mais c'est une proposition, c'est quelque chose qui est à l'étude, c'est absolument pas quelque chose qui est réalisé à l'heure actuelle. On était en croisière avec forcément l'autopilote en marche. J'ai tellement été abasourdi que j'ai pas eu le temps de prendre mon téléphone pour faire un film, quoi, parce que voilà, j'ai pas eu la présence d'esprit. J'étais tellement étonné que ça m'arrive un jour de manière autant flagrante que voilà, quoi. Et j'en ai parlé avec mon copilote, qu'est-ce que lui il y pensait, puis il a dit mais c'est extrêmement bizarre, justement déjà qu'on le voit pas au radar, on devrait le voir légalement. J'ai pu en parler avec plusieurs amis qui sont dans la même compagnie ou dans d'autres compagnies et qui eux, ils disent oui, on a fait les mêmes expériences que toi, quoi. On le sait que ça existe, qu'est-ce qu'on va encore dire de plus, même aux États-Unis, apparemment ils reconnaissent qu'ils font ça. Et moi, je l'ai vécu plusieurs fois en vol, mais si on observe le ciel depuis le sol, on le voit également, quoi. Aussi, par rapport à la vidéo que je vous ai montrée près de chez moi, on voit qu'il y a des avions qui ne sprayent pas, puis d'autres qui sprayent et que les traînées restent. Et à la même altitude. Alors, il y a des avions à même altitude qui ne sprayent pas, effectivement, et d'autres qui sprayent, on le voit très bien. Et sur le film que je vous ai montré, c'est qu'il y en a 2 qui sprayaient, puis le 3e qui était, on va peut-être dire quelques milliers de pieds au-dessus, mais c'est pas beaucoup plus, quoi. L'autre en dessus ne sprayait rien du tout, quoi. Je pense entre dire la vérité, quand on observe des faits et aller à des conclusions hâtives, il y a un pas qu'il faut pas faire, mais au bout d'un moment, c'est comme j'ai dit, là, il y a eu vraiment une observation claire et précise par rapport à d'autres avions. Pourquoi il n'y avait pas le transpondeur allumé? Pourquoi on ne pouvait pas le voir? Pourquoi il avait ces traînées-là alors que les autres avions ne l'avaient pas? Pourquoi cet avion-là, déjà, il avait des peintures qu'on ne reconnaissait pas? C'était clairement pas une compagnie aérienne. Donc c'est pour ça que, pour moi, c'est un avion privé. Après, je ne sais pas si c'était d'un gouvernement qui a été utilisé ou d'une multinationale, je ne sais laquelle. Mais les choses faites se sont passées. Mais est-ce que vous avez déjà été témoin de ces épandages? J'ai vu certains avions qui ressemblaient à des 737 blancs sans immatriculation épandre, ça j'ai vu. Dans mon propre avion, il est possible qu'on ait mélangé un produit dans le kérosène à l'insu de mon plein gré, puisque je ne vais pas goûter le kérosène avant qu'on le mette dans les réservoirs d'ailes. Mais sur notre propre avion, nous ne pouvons pas voir ce qui se passe, puisque déjà dans le cockpit, je ne vois quasiment pas les ailes, je vois le bout d'ailes, et donc je ne vois pas les traînées. Et quand bien même verrais-je les traînées, vu que nous avançons à peu près à 15 km à la minute, je serais bien incapable de rester suffisamment longtemps pour regarder si elles restent ou s'étalent. Par contre, on peut voir des avions opérer en dessous de nous, sur des patterns assez établis et dans des zones que nous connaissons au bout d'un moment. Sur des patterns, ça veut dire? Des patterns, ça veut dire soit des allers-retours, soit des quadrillages. Alors les allers-retours, c'est assez drôle parce qu'à moins que le commandant de bord ait oublié son portefeuille à la maison ou se souvienne qu'il ne s'est pas brossé les dents, je ne vois pas pourquoi un avion de ce type ferait des 180 degrés dans l'air. Ça, vous l'avez vu? Ah, ça, j'ai vu. Le ciel a changé? Journaliste et photographe professionnel, j'ai plusieurs années de repérage du ciel pour mon travail sur l'image. Notre ciel n'est plus jamais bleu profond. Au mieux, c'est un bleu clair, plutôt sale, et nous avons perdu beaucoup de luminosité. Au studio photo Lumière du jour, dans lequel j'ai travaillé durant 18 années, je constate que la luminosité a diminué de façon extraordinaire, -3 diaphes en quelques années. En cherchant sur la toile, je tape « obscurcissement planétaire » et je comprends rapidement qu'il y a sujet. Plusieurs scientifiques, répartis dans divers points de la planète,
avec des démarches et des méthodes différentes, arrivent tous à la même conclusion. On perd de la lumière. Et malheureusement, je dirais c'est en tendance générale que les pilotes ne réfléchissent plus assez, ne se posent plus assez de questions. Est-ce que ça c'est juste, est-ce que ça c'est faux? Après, je dirais il y a une autre partie des pilotes de ligne qui se doutent de quelque chose, qui savent que ce qui est là, c'est pas juste, mais ils ont aussi probablement pas envie d'en parler, parce qu'il y a toujours la question de la peur. Une peur peut-être des retombées, de dire la vérité. On constate d'ailleurs que récemment, dans les 2 dernières années, l'Organisme mondial météorologique a défini 12 nouveaux types de nuages qui n'ont rien à voir avec ce qu'on appelle un nuage, c'est-à-dire une formation naturelle de vapeur d'eau en fonction des convections dans l'atmosphère. Ce jeudi 23 mars, c'est la journée mondiale de la météorologie. C'est une journée qui a été instituée par l'OMM, l'Organisation météorologique mondiale. Et le thème de cette édition 2017, c'est comprendre les nuages. Et à cette occasion, une dizaine de nouveaux, entre guillemets, nuages ont été homologués dans l'Atlas, qui fait référence pour les nuages. Effectivement, pour moi, on ne change pas vraiment les lois de la physique, quoi. Et en fait, quand nous, on a appris la météo, alors il y a forcément des belles évolutions, mais après, pour dire, OK, on a des nouveaux nuages qui arrivent, déjà, moi, ça me met un peu la puce à l'oreille. Qu'est-ce qu'on a là derrière? Depuis combien de millions d'années la Terre existe? Depuis combien d'années les organismes météo font des relevés? Enfin, on compte maintenant en 1 siècle et demi, 2 siècles probablement. Et tout d'un coup, 12 nuages apparaissent. Mais ces 12 nuages ne sont pas des nuages naturels. Si vous regardez, il y en a un qui est lié à l'extinction des incendies par les pompiers. À ce moment-là, ce n'est pas un nuage, c'est quelque chose créé par l'homme. Il y a des nuages qui sont comme l'Homo genitus, qui est lié à la fumée qui exhale des cheminées d'usines ou de centrales nucléaires ou que sais-je. De nouveau, ce n'est pas un nuage. On pourrait assimiler ça à une réaction chimique. C'est en tout cas pas un phénomène naturel. Donc on est en train de mélanger un peu les nuages d'origine naturelle avec ceux créés par l'homme, ce qui permet de créer une espèce de catégorie un peu vaste et un peu floue, un truc fourre-tout comme d'habitude, où on va pouvoir dire, vous voyez, c'est absolument normal, c'est pas pire que les nuages qu'on a définis en, je sais plus quelle année, 2021-2022. Voilà, on est en train d'élargir la catégorisation de ces nuages pour y mettre un peu n'importe quoi et surtout ce qu'on veut y mettre. Les traînées de condensation qu'on peut voir, si l'air est très sec en altitude, c'est qu'en général les traînées de condensation disparaissent très vite. Et si elles restent, on pourrait dire que ces traînées annoncent un changement de temps. Ça veut dire que les couches supérieures de l'atmosphère commencent à devenir humides. Ça veut dire qu'il y a un système de front qui devrait arriver, front chaud, front froid, et on devrait avoir un changement clairement de temps. Si les traînées de condensation restent et que ça se bouge, il devrait y avoir dans les prochains jours ou de prochains jours vraiment un changement de temps conséquent. Et souvent, on a eu ces derniers étés justement un sprayage, où je dirais on a eu des traînées qui se sont éparpillées. Et le lendemain, et les 3 jours après, on est toujours en grand soleil. Et pour moi, c'est juste impensable qu'on peut dire, OK, c'est dû au fait que l'atmosphère change. Mais si l'atmosphère ne change pas, on devrait avoir clairement un changement de temps. Enfin, ce que je veux dire, si le ciel se bouge, on doit avoir un changement de temps. Si on a ces traînées qui restent et qu'on n'a pas de changement de temps, c'est clairement du sprayage. Un dimanche après-midi, après dîner, j'habitais au Val-de-Rue, là, je n'étais pas au Franche-Montagne. Et il y avait un très très beau soleil d'automne, c'était vraiment magnifique, un beau ciel bleu. Et puis le soleil commençait d'être un petit peu bas parce que c'était l'automne, fin de l'automne. Puis tout d'un coup j'ai vu passer comme ça des fils blancs qui ondulaient comme ça avec la brise. Et puis c'était des fils qui faisaient entre 2 et 4 mètres de long. Mais vraiment, c'est impressionnant. Alors qu'on n'entendait aucun avion, rien du tout. Et tout à coup, ces fils qui sont tombés, c'est un avion qui avait passé avant, ces fils qui tombaient comme ça, qui s'accrochaient aux barrières, qui s'accrochaient partout. Et là, franchement, ça m'a inquiété. J'ai trouvé que c'était grave. Moi, je suis pilote, mais je suis aussi jardinier.
Donc je vois bien que j'ai certaines plantes dans le jardin qui sont de couleur argentée. Quand je frotte la feuille, cette couleur argent me reste sur les doigts. J'ai des arbres chez moi qui végètent, qui ont les feuilles argentées. J'ai des fruits qui pourrissent sur pied, que ce soit des pommes, des tomates, qui ont des balafres noirs qui les font dégénérer. Je rappelle quand même qu'il n'y a pas d'aluminium naturellement dans la nature. Ce qui existe, c'est la bauxite, qui originellement d'ailleurs vient des Baux-de-Provence. Mais l'aluminium est une transformation humaine, que d'ailleurs notre corps a bien du mal à détoxer. Donc dans le jardin, on se rend compte de plantes attaquées. Il y a des analyses de l'eau, des mares. Je crois que dans les Rocheuses, à un moment, ils arrivaient à 61 fois le maximal, la dose maximum autorisée pour la concentration en aluminium. Et donc, chaque personne qui a décidé de faire analyser un peu l'eau autour de chez lui, ou même les sols, se retrouve avec des concentrations de certains produits. Et puis moi, je vais même plus loin. Moi, je les ai retrouvés dans mon propre corps. Du strontium, du barium, de l'aluminium, du mercure. De santé qui, alors on peut toujours argumenter sur la cause du problème de santé, on peut dire qu'il est multifactoriel, mais quand on vous fait des analyses de sang assez profondes, qu'on retrouve 22 contaminants dans le corps, donc de nouveau du strontium, du barium, de l'aluminium et du mercure, je pose simplement et je laisse la question ouverte, d'où peuvent bien provenir ces produits. Alors on pourra toujours justifier que ça peut venir d'ailleurs, mais bizarrement, même chez les traiteurs italiens, il y a assez peu de glace au strontium ou au barium. C'est pas un parfum qui est très demandé. Alors ça, c'est une chose. Dans le même temps, on a Monsanto, je crois, ou Bayer qui viennent de faire un brevet sur des plantes résistantes à l'aluminium. Ah bon, des plantes résistantes à l'aluminium, mais il n'y a pas d'aluminium dans la nature. Donc comment se fait-il que vous faites des plantes résistantes à l'aluminium ? Donc il y a certaines choses qui sont pour le moins surprenantes. Ce qui est intéressant, c'est de regarder les faits. En 2009, dans une conférence sur la géo-ingénierie qui avait lieu à San Diego, en Californie, il y a un scientifique qui s'appelle David Keith, qui est un Canadien de l'université de Harvard, qui expliquait que pour lutter contre le réchauffement climatique, il allait falloir épandre 20 millions de tonnes de nanoparticules d'aluminium dans le ciel pendant 20 ans. Et donc, il expliquait notamment qu'ils avaient déjà parlé avec l'industrie aéronautique, qui expliquait que c'était facile de rétrofit les avions, c'est-à-dire de les faire revenir dans les unités de production et de les équiper pour qu'ils puissent épandre. Et à la fin d'ailleurs de cette conférence, il y a eu un moment de questions et une des personnes qui était là a demandé « Mais est-ce que vous avez vérifié quand même les conséquences que ça peut avoir sur la faune, la flore et les humains ?» Et David Keith, quand il est un petit peu acculé avec une question qui le met mal à l'aise, il parle très très vite. Et en fait, il a dit qu'effectivement, ils avaient regardé, mais peut-être qu'on se rendra compte dans 20 ans que c'était une grosse connerie. Donc, ce qui est prodigieux, c'est qu'il ait répondu, qu'il ait présenté donc ce programme d'épandage, qu'il ait indiqué que ça ne coûtait pas très très cher d'épandre des nanoparticules d'oxyde d'aluminium, qui sont très très mauvaises pour la santé. Ça a des conséquences dramatiques. Il y a 5 ans, pour la première fois au Royaume-Uni, notamment en Angleterre et au Pays de Galles, la cause numéro 1 de décès était Alzheimer
et la démence. Et on sait aujourd'hui que sur le plan médical, respirer de l'aluminium, les nanoparticules, elles sont tellement petites qu'elles passent la barrière hémato-encéphalique, elles vont se loger dans le cerveau. Et donc, c'est vraiment une indication des dangers, et pas que, une indication de danger justement de ces épandages. Ce qu'il faut bien penser, c'est que malgré les dénégations qu'on nous oppose, il y a un lien avéré entre aluminium et autisme. Et moi, une de mes filles est devenue autiste. Donc j'ai étudié un peu le problème en profondeur et c'est un exemple, il y en a peut-être d'autres. Je ne suis pas médecin, mais je constate que quand vous avez une contamination par l'aluminium dans le corps humain, vous pouvez avoir, et donc j'emploie des conditionnels, une stratification sur le nerf vague de l'aluminium. Et en fait, les deux hémisphères du cerveau peuvent se parler en direct. Il y a une connexion directe. À partir du moment où de l'aluminium s'est accumulé ou s'est stratifié sur le nerf vague, cette communication directe entre les deux hémisphères du cerveau ne peut plus se faire. Et donc le cerveau va essayer de trouver des déviations, un rerouting, comme on dirait en anglais, pour que l'information passe. Et bon, je prétends pas que c'est la seule chose, que ce soit la seule condition, mais ça pourrait être une condition de l'autisme. Votre corps dysfonctionnera et il dysfonctionnera d'autant plus que la cellule qui a besoin de sortir les déchets est perturbée par des ondes qui viennent s'opposer à sa propre oscillation ou sa propre fréquence. Mais ça ne serait pas à moi de le dire, c'est aux médecins, c'est aux docteurs qui sont spécialisés dans ce genre de thème de se mettre un peu, alors là je vais être vulgaire, de mettre un peu leur trip sur la table, de monter un peu au créneau et d'essayer de trouver des solutions plutôt que de se cacher derrière leurs petits doigts et d'empocher des dollars. Voilà, au bout d'un moment c'est insupportable et moi ça me donne envie de sortir les fourches. Ça vous révolte, ça vous questionne? Qu'est-ce que vous faites avec cette preuve? Je dirais que ça malheureusement confirme d'autres signes qu'on a, d'autres données qui font que pour moi les gouvernements ne sont plus là pour notre bien. On travaille clairement contre l'humanité. Pour moi il y a une guerre secrète contre l'humanité. Sans être complotiste, il faut juste voir les choses. C'est en fait comme ces dessins pour enfants. Vous savez, c'est ces fameux, j'ai oublié le terme, où vous avez des chiffres qui commencent par 1 et ça finit, je ne sais pas, par 25 sur la complexité du dessin. Puis c'est seulement quand on relie tous les points qu'on voit l'image complète. Et il se passe, à mon avis, la même chose dans notre société, c'est qu'on a plein de petits points que la plupart des gens n'ont pas le temps de se poser la question si on les met bout à bout, bien si on prend plusieurs pièces du puzzle, si on les met, qu'est-ce qui se passe?